Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être, à nouveau présents ce matin et nombreux pour assister à cette matinale des leaders éclairés saison 3. Aujourd'hui, nous recevons Jean Moreau, CEO de Phoenix. Bonjour Jean. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Donc Jean nous expliquera comment, il a mis en œuvre dans son entreprise et à la fois un business model vertueux, rentable et puis quel type de leadership, quel leadership il a instauré pour pouvoir, y contribuer et pour avoir un terreau favorable. Donc merci à vous tous et toutes qui nous suivez. Je vais remercier, comme je le fais chaque fois, les partenaires qui relaient nos matinales et qui sont toujours présents depuis le début, en fait. Donc le magazine Les Échos, Incubateur, qui est le grand réseau d'innovation de France qui accompagne les startups justement dans la construction de leurs projets, l'accélération. Growlin, qui est un réseau féminin et masculin qui est interne au réseau Bayer. FIPLUS, le méta-réseau des financiers d'entreprise. Femmes ingénieures, comme son nom l'indique, qui regroupe toutes les femmes ingénieures en fait de notre société. Et PWM, Lyon et international, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes, dans lequel je suis particulièrement sensible, puisque j'en fais partie sur Lyon en tout cas. Donc voilà, écoutez, j'espère on va passer cette petite heure ensemble, inspirante, je l'espère. Merci pour votre fidélité. Dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais le faire comme chaque fois, je vais vous présenter simplement les actualités de, la Fabrique des leaders éclairés, en ce moment, où est-ce qu'on en est. Donc, en vous rappelant que la prochaine matinale, je me projette déjà dans cette prochaine matinale, aura lieu, donc, avec, Léa Lassara, le 25 mai prochain. Elle est entrepreneuse, dirigeante et présidente de Femmes et Challenge. Léa a fait sa carrière chez Interios, son groupe familial, et puis elle a décidé finalement de switcher de métier. On verra, Jean a fait la même chose aussi, donc il nous expliquera pourquoi. Et qu'est-ce qui l'a motivée à animer. Et en fait, Léa a décidé de racheter un groupe d'hôtellerie-restauration. Pas facile, et justement de pouvoir changer les codes de leadership, dans ce métier-là. Donc elle nous expliquera comment dans un métier sous tension, on arrive à attirer et fidéliser et avec un leadership, quel leadership il faut pour pouvoir, changer les codes de cette profession. J'animerai le 4 mai prochain une masterclass sur la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est un métamodèle qui éclaire la période que nous vivons et qui apporte les clés de transformation nécessaires pour nos organisations. Donc, si vous êtes en train ou vous pensez à vous transformer, vous êtes en train de transformer l'entreprise, que vous interrogez sur effectivement comment est-ce qu'on attire les talents et comment on fait pour les conserver dans l'entreprise, eh bien la spirale vous apportera un éclairage, je l'espère. On verra quelle culture de leadership il faut avoir dans les organisations, comment elles s'inscrivent, c'est quoi les mosaïques de systèmes de valeurs qu'on a, les nouveaux systèmes de valeurs émergents. Et vous pourrez détecter aujourd'hui quel est votre système de valeurs actuel, celui vers lequel vous souhaitez aller et puis comment il faut y aller. Donc voilà, donc, je vous encourage à vous inscrire. Vous pouvez le faire sur le site de la Fabrique des leaders éclairés avec grand, grand plaisir. Je rappelle que dans l'écosystème, alors moi pour me présenter rapidement, je suis Muriel Montagné, donc je dirige depuis 11 ans mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting, l'homme moteur de la relation, de la transformation. Et depuis 11 ans, notre métier, ce qui m'anime vraiment au quotidien, c'est d'accompagner les transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Donc que ce soit les transformations culturelles, managériales, organisationnelles. Donc nos équipes de consultants interviennent pour pouvoir justement accompagner les entreprises dans ces transformations-là. Et on a 3 pôles d'expertise, la formation, le conseil et le coaching de dirigeants. Donc voilà. Et notre spécificité, c'est notre capacité d'engager les collaborateurs dans toutes ces transformations. Donc voilà ce qui m'anime au quotidien. Et en 2019, j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet écosystème-là aujourd'hui. Et merci d'y mettre un premier pied pour pouvoir justement accompagner les bifurcations de notre monde et pouvoir justement permettre aux dirigeants, au comité de direction, de pouvoir faire réinventer leur leadership et avoir un leadership qui est complètement adapté à l'environnement et aux entreprises et aux attentes de toutes les parties prenantes aujourd'hui. Voilà, pour pouvoir avoir un deuxième pied dans la Fabrique des leaders éclairés, si vous le souhaitez, on organise des séances de découverte du club des leaders éclairés. On est en train de déployer ces clubs. Ces clubs sont des clubs d'apprenants, en fait, où on arrive avec une problématique et puis on met en consultation des pairs par groupe de 10 personnes et on repart avec des solutions.
Donc voilà, là, c'est comment on s'entraide, comment on travaille en intelligence collective et comment on n'est pas seul à pouvoir affronter son quotidien et ses enjeux. On le partage et on s'aide les uns et les autres. Donc voilà les séances, encore une fois, vous pouvez vous inscrire sur le site pour participer aux prochaines séances. Voilà, dans cet écosystème, on fait aussi des parcours expérientiels pour justement faire grandir et accompagner les nouvelles formes de leadership. Et puis un lab des éclaireurs, un laboratoire de prospective dans lequel on travaille nous aussi sur l'engagement sociétal. Voilà pour l'actualité de la fabrique des leaders éclairés. Je vais maintenant arrêter de partager, voilà, et faire en sorte que Jean soit mis à l'honneur. Jean, je vais, est-ce qu'on peut se tutoyer, Jean? Mets ton micro alors. Moi, j'entends pas. Est-ce que ton micro est branché? C'est bon, je remets mon micro et oui, Voilà. on peut se tutoyer sans problème. Eh ben, super, Jean. Donc en fait, je vais faire une présentation, tu m'arrêtes si c'est pas la bonne. Mmh. Donc toi, tu as passé 5 ans en banque d'affaires, donc pur produit financier au départ, en fait, et tu as mal tourné parce que tu es devenu entrepreneur. Donc tu nous expliqueras comment tu as décidé de faire cette bifurcation-là aussi et quel sens tu as su donner à cette nouvelle activité. Et c'est ainsi qu'effectivement, en 2014, tu as fondé Phoenix. C'est une scale-up labellisée B Corp et ESUS qui est pionnière dans la réduction du gaspillage. Et dans l'activité, ça consiste à donner une seconde vie aux invendus de la grande distribution, des boulangeries, du commerce en fait, et de tous les acteurs industriels et non industriels, à travers plusieurs filiales en aval au niveau du consommateur. Enfin, ça, tu nous expliqueras un peu comment ça fait. Très Moi, bien. j'ai téléchargé, j'ai déjà commencé à télécharger, à regarder ce qu'il y avait comme bon plan tout autour de moi pour aller récupérer les paniers, effectivement, via ton appli. Mais tu es aussi, alors, tu ne fais pas que ça, tu as plusieurs vies aussi. Tu es coprésident du mouvement Impact France, administrateur de Big Corp et Business Angel et board member de plusieurs startups. Je ne sais pas comment tu fais, mais je pense que tu expliqueras aussi. Tu as des journées beaucoup plus longues et Ouais, c'est vrai. pour te dire tout ça. Et puis tu es aussi, alors tu as gardé un pied dans la finance parce que par ailleurs, tu participes à plusieurs comités d'investissement de fonds à impact, hein, si j'ai bien compris. Absolument. Donc Jean, d'abord dis-nous, c'est quoi ce business model? C'est quoi Phoenix? Et comment t'en es arrivé là, en fait? Et comment tu arrives aujourd'hui à faire en sorte de coupler un business virtuel, un modèle de business vertueux qui préserve le sens, l'impact et l'efficacité économique? Comment on peut faire ça, en fait? C'est possible? Eh ben, on essaye de le démontrer. On essaie de le démontrer. Donc, peut-être que je reviendrai après sur mon parcours et comment j'en suis venu là. Mais en tout cas, Phoenix, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, Phoenix, comment ça marche? Donc, en gros, on a un concept qui est simple et une activité qui est du bon sens, qui est de connecter ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, ce sont les acteurs industriels, les distributeurs, la grande distribution, les magasins, les boulangeries, les petits commerces de quartier qui se retrouvent avec des invendus pour plein de raisons. Soit un défaut de production marginal, soit un pépin logistique sur la chaîne, soit un retour de livraison, soit la date de péremption qui approche, un changement de packaging, bref. Et donc tous ces produits auparavant, très souvent, partaient à la poubelle, à la destruction, à l'incinération, chez Veolia, Suez, Paprec, de Richebourg. Et donc nous, on a essayé de renverser ça en disant, bah non, le produit doit avoir une seconde vie par défaut et partir à la poubelle par exception. Donc on a essayé de casser ce qui était fait jusqu'à maintenant, à savoir le modèle camion-poubelle, incinérateur, pour le remplacer par 3 filières, là encore de bon sens en aval, donc le côté demande, des consommateurs, des assos caritatives et des filières animales. Donc pour le consommateur, on fait 2 choses. On permet au conso de racheter à prix cassé des invendus en fin de parcours, soit directement en magasin, dans des bacs à bonnes affaires, et on fournit l'outil d'étiquetage intelligent, l'algorithme qui va faire la bonne remise au bon moment, et puis tout l'habillage marketing du bac anti-gaspi. On a, comme tu l'as dit, une application mobile grand public qui permet de racheter à prix cassé les invendus autour de chez soi, l'application Phoenix, qui a été téléchargée maintenant 5 millions de fois. Donc ça, c'est la première étape.
le produit qui arrive en fin de parcours, il est promotionné pour les consommateurs en quête de pouvoir d'achat. Et donc, dans la phase actuelle d'inflation, on a plutôt du vent dans les voiles. Ensuite, dans une seconde séquence, ce qui n'a pas été conso à prix cassé est proposé à tout un réseau d'associations caritatives. Et donc là, les produits vont partir par palette entière ou par camion entier chez la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, le Secours populaire, le Secours catholique ou l'Armée du Salut. Et ça va nourrir les plus démunis. Donc ça, c'est notre métier historique. On a essayé de digitaliser et d'optimiser, de généraliser la pratique de dons alimentaires à travers une plateforme qui est une sorte de vente privée du don alimentaire qui connecte les magasins, les usines avec les assos. Et puis dans un troisième temps, après les consos et les assos, ce qui reste dans le bac du magasin, c'est-à-dire les fruits et légumes un peu trop trafiqués, qui commencent à être un peu noircis et que ne veulent pas les humains. Les excédents du rayon boulangerie-pâtisserie, où on va avoir des baguettes un peu durcies et du pain un peu rassis. Bah ça, dans la même logique, on évite la destruction, l'incinération, ou ce qui était fait avant, c'est-à-dire de la javelisation. On mettait de l'eau de javel pour pas qu'il y ait de glanage par des SDF. Ça part chez une ferme, un centre équestre, un parc animalier, une meute de chiens de chasse ou la SPA. Et ça va nourrir des animaux. Donc voilà, grosso modo, avec des consos, des assos, des animaux, on essaye d'amener nos clients sur la route du zéro déchet alimentaire. Et donc en gros, Phoenix, c'est ça, c'est la mise en pratique sur le terrain concrètement d'un concept qui est à la mode, qui s'appelle l'économie circulaire, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et les excédents et les déchets des uns sont une matière première pour les autres. Et donc c'est un modèle qui fonctionne, on pourra y revenir, mais en quelques chiffres, donc la boîte a maintenant un peu plus de 9 ans, on est encore une petite PME, mais chaque année, on transite par chez nous à peu près 200 millions d'euros de volume de produits, donc c'est 200 millions d'euros de produits qu'on sauve de la poubelle. On a sauvé en tout, depuis le démarrage de Phoenix, sauvé et redistribué 300 millions de repas. Donc on est sur un rythme où on sauve 180 000 repas chaque jour de la destruction. Donc c'est une fierté. Et puis tout ça sans sacrifier non plus l'ambition d'une start-up ou d'une boîte classique, puisqu'on a au passage créé 250 emplois et qu'on fait dans plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc plutôt autour de 20, plusieurs dizaines égale 2. Mais quand même, voilà, on a créé un truc pérenne avec une mission qu'on estime noble, qui donne du souffle à toute la boîte et qui est évidemment aussi un aimant pour attirer, retenir des talents. Mais on y reviendra, j'imagine. Donc voilà, on a essayé de créer un animal hybride qui soit à mi-chemin entre le monde des assos, des ONG, avec donc une mission forte, une ambition et un supplément d'âme. Et en même temps, qui soit à mi-chemin de l'autre côté du capitalisme traditionnel, dans lequel moi je ne me reconnaissais pas et que je ne voulais pas reproduire, mais tout en gardant quand même les outils, l'efficacité, les méthodes, l'organisation. Et donc voilà, on a mis tout ça dans un shaker, on a fait un petit mix et ça a donné cet organisme Phoenix, qui est, comme tu l'as dit, une boîte ESUS, c'est-à-dire qu'on a pris un certain nombre d'engagements sur lesquels on pourra revenir pour montrer qu'on est une entreprise et on l'assume. On n'est pas une asso, on n'est pas une ONG, on n'est pas un modèle alternatif radical. Mais par contre, on essaie d'apporter nos pierres à l'édifice pour changer par l'exemple et de l'intérieur un système qui, à notre avis, marche un peu sur la tête. Donc je ne dis pas qu'on a tout juste, mais je pense qu'on contribue à aller un peu moins vite dans le mur que la moyenne. Alors, comme tu le disais, en fait, Jean, ce qui est super, c'est que tu dis, OK, maintenant, ça le vend dans les poupes depuis récemment, et après Covid, ça s'est accéléré. Mais toi, en 2014, c'était pas d'actualité, ça. Comment tu as fait pour passer justement de banque d'affaires? C'est quoi l'idée qui t'est venue et qui t'a animé, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette bifurcation, en fait, Jean, toi? Alors moi, sur le why, je suis très clair, c'était une quête de sens. Donc j'ai fait un parcours classique, moi, un parcours de privilégié plutôt. Parce que j'ai eu la chance de faire une prépa, une école de commerce, Sciences Po, etc. Et je me reconnaissais pas dans... Bon, j'ai bien aimé j'étais à l'ESSEC, et évidemment, j'ai adoré l'expérience, le terreau,
tout ce qu'il y avait autour. Après, je me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur, et je voulais rajouter un petit supplément d'âme à ma carrière et retrouver une coloration intérêt général, utilité publique. Mais j'ai malgré tout commencé en M&A, donc en fusion-acquisition, chez Merrill Lynch, une grosse banque américaine, où je faisais des fusions-acquisitions de boîtes du CAC 40 sur des transactions toujours au-dessus d'1 milliard de dollars de valeur d'entreprise, donc des gros morceaux. Et j'étais pas malheureux, honnêtement, j'étais pas malheureux, ça serait craché dans la soupe que de dire ça, parce que c'est un métier qui est assez exigeant, dans un univers confidentiel, un peu stratégique, assez grisant, avec des gens qui travaillent beaucoup, mais qui sont plutôt smart. Et puis on est bien traité, bien rémunéré, bien formé, donc il y avait plein de choses positives, mais moi ce qui bloquait, c'était, au bout de 6 ans, c'était le manque de sens et le manque de fierté à dire ce que je faisais autour de moi. Donc, il y avait un côté prestigieux dans le métier, mais à part ça, ça ne me faisait pas plus vibrer que ça, et j'avais envie de mettre mes compétences au service d'une cause qui me tenait à cœur, d'aligner mes aspirations personnelles et mon quotidien pro, et donc de ne pas subir les journées, après c'était presque une question philosophique, mais d'avoir une vision du travail plus comme libérateur qu'aliénante. Et donc, je voulais que mon boulot soit une fin en soi, et pas juste un moyen de payer des factures et de rembourser un emprunt immobilier et d'attendre mon bonus d'année en année. Donc voilà. Et donc après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, ok, je peux pas, il faut que j'arrête de me plaindre et de pleurnicher, il faut que je prenne ma vie en main. Et donc, on va suivre cette intuition et on va essayer de créer quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc, c'était quelque part à mi-chemin entre une crise d'adolescence à retardement ou une crise de la quarantaine anticipée, mais donc à 30 ans, pour le coup, à 30 ans, en 2014, j'ai dit, allez, on repart de zéro, on se met dans le montagne russe de l'entrepreneuriat. Et donc, après avoir testé plusieurs idées, toutes avec une coloration utilité publique, intérêt général. On s'est dit, on était 2 associés à l'origine, 2 cofondateurs, que la thématique du gaspillage alimentaire, c'était un bon terrain de jeu parce qu'il y a à la fois un pilier social, puisqu'on connecte les magasins, les usines avec les plus démunis et on redistribue du pouvoir d'achat aux Français. Donc, il y a un volet social qui est très clair et qui est intuitif. Il y a aussi un volet environnemental qui est moins clair, mais qui est très fort quand même, puisque si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc on a aussi un gros rôle à jouer dans la réduction du changement climatique. Parce que la nourriture, l'alimentation, entre le champ et l'assiette, par sa production, sa récolte, son transport, sa consommation ou non-consommation ou destruction, ça consomme beaucoup de CO2, d'eau, etc. Donc il y a un gros volet environnemental chez nous. Il y a un volet économique, puisque j'y reviendrai, mais il y a un modèle économique derrière tout ça qui est que on arrive à transformer un centre de coût en centre de profit. Et donc, il y a un impact sur le compte de résultat. On ne fait pas ça pour la gloire ou pour cocher des cases, on fait ça aussi parce qu'il y a un intérêt économique à ne pas détruire et à valoriser les invendus. Donc voilà, pilier social, pilier environnemental, pilier économique, avec de la tech et du digital en transverse. Ça me paraissait être un bon terrain de jeu et c'est important parce que... Et puis, pardon, sur un sujet aussi qui a de l'ampleur, qui n'est pas un marché de niche, où il y a plusieurs milliards de produits qui vont à la poubelle chaque année, et donc on peut créer quelque chose de costaud, quoi. J'ai beaucoup de respect pour les aventures small is beautiful, autofinancées et qui n'ont pas vocation à devenir grosses. Mais sur Phoenix, on considérait que, à la fois par traction personnelle, parce que le sujet le mérite aussi, le sujet presque commande qu'on soit ambitieux, et on considérait qu'il y avait la place pour créer quelque chose de costaud, qui grossisse vite. Et donc voilà, 30 ans, j'ai fait le grand saut. Et peut-être un dernier élément là-dessus, par rapport à ce que tu disais en question. Effectivement, en 2014, le sujet du gaspillage alimentaire, des invendus, de la consommation responsable était beaucoup moins dans l'air du temps. Donc, si je fais
Si je prends un peu de recul, on était presque 2-3 ans trop en avance par rapport à un time to market qui aurait été 100% adéquat. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, il n'y avait pas tout le cadre réglementaire qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire et non alimentaire est interdit. Il n'y avait pas autant de bruit médiatique autour du sujet. Il n'y avait pas, nos concurrents aussi. Donc ouais. Je reviens, Jean. Petit problème technique, je voulais me brancher, sinon on n'avait plus de batterie. Tu vois, c'est l'avantage du direct. Direct. mais je t'entendais quand même. Je voudrais revenir sur une chose. Tu sais, aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise se plaignent de ne pas être en capacité ou d'avoir des difficultés plutôt à attirer les talents et à les retenir. Oui. Dis-nous, toi, comment tu fais justement? Est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés ou pas? Ou est-ce que tu Non, disais non, tout mais à l'heure, la je veux moyenne pas. d'âge de la boîte, c'est quel âge, Jean? C'est à peu près 32 ans. Ouais. Donc moi, je ne veux pas idéaliser ma boîte, mais c'est sûr que c'est la grosse force de ces modèles-là, et pas que le nôtre. Hein. Il commence à y avoir maintenant, on fait partie des pionniers, mais il commence à y avoir plusieurs boîtes à impact positif comme ça, qui luttent soit contre la folie des bouteilles en plastique et des gobelets en plastique, soit pour l'accès à une meilleure éducation. Enfin bref, on est pour le bien vieillir, donc on est plusieurs à marcher sur ces deux jambes, impact environnemental, social et business. Et c'est sûr que la force de ces modèles-là, quand on a une mission qui est claire, qui est portée, et qu'on a une marque qui commence à émerger, c'est qu'on attire beaucoup, beaucoup de talents et qu'on n'a pas de problème de recrutement du tout, quoi. On a plutôt une CV Tech qui déborde. Et ça a toujours été le cas, moi, depuis le début, on a toujours eu beaucoup de monde, beaucoup de candidatures spontanées entrantes de candidats de qualité. Mais ce qui a changé dernièrement, c'est qu'au départ, c'était beaucoup de jeunes. Toute la jeune génération sortie d'école qui refuse d'aller bosser chez les gros acteurs traditionnels, qui boycottent un peu les AgroParisTech. Voilà, tous les gens qu'on voit faire des discours assez militants, radicaux, engagés, et c'est très bien. Donc ceux-là, ils sont dans ils sont dans nos boîtes mail, on a leur CV depuis le début, quoi, la jeune génération. Mais ce qui est nouveau depuis maintenant quelques années, c'est qu'on a aussi des moins jeunes, ou des gens qui sont en transition, en switch, comme je l'étais, et qui, après avoir fait 15 ans, 20 ans dans des tours à la Défense ou ailleurs, se disent, OK, voilà, j'ai envie maintenant, souvent aussi drivé par les enfants, par l'actualité sur le réchauffement climatique, par tout ce qu'on passe, par tout ce qu'on subit en ce moment, qui disent, moi aussi, à 35, 40, 45, 50 ans, maintenant j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de contribuer à un monde meilleur, de pouvoir être fier de raconter à mes enfants ce que je fais le soir. Et donc, on a des gens plus expérimentés, plus seniors. Et deuxième élément, qui sont parfois prêts à faire aussi un cut sur leur salaire pour rejoindre une aventure qui a du sens et de l'impact. Donc, je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, qu'on abuse de la mission pour négocier les choses, mais en tout cas, il y a des gens qui sont prêts à abandonner une partie de leur train de vie et du confort qu'ils ont pu avoir dans des grosses machines pour contribuer à quelque chose qu'ils estiment aller dans la bonne direction. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème à RH. On a tous les mêmes problèmes que ceux que vous avez aussi. Vraiment, on en a un encore plus prégnant, qui est celui de l'intensité au travail. Parce que les gens, notamment les plus jeunes, arrivent un peu avec la fleur au fusil et le feu sacré. Et ils sont parfois, je ne vais pas dire dans la boîte de leur rêve, mais c'est une boîte qui suit depuis longtemps. Ils arrivent, ils sont à bloc. Et la mission, au contact des associations, au contact des magasins, au contact... on a un risque que notamment les juniors se crament un petit peu. Donc on essaie de gérer ça. Mais après, voilà, sinon niveau RH, c'est pas forcément un sujet. Et puis on a 65% de femmes chez Phoenix. Donc c'est aussi et notamment jusqu'au top management, donc COMEX. Et donc c'est un métier qui attire aussi tous les profils, mais notamment les profils féminins. Ok, donc très bien, donc ça veut dire que ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'au départ, et moi j'aime pas la confrontation qu'on donne jeunes-vieux, tu sais, en disant les systèmes de valeurs, les jeunes veulent aller uniquement vers le sens. Tu es en train d'expliquer que
que ce sens-là, en fait, cette participation, cette contribution, elle a du sens pour tout le monde, c'est intergénérationnel et qu'en fait, c'est simplement une évolution des systèmes de valeurs, une prise de conscience, en fait, comme tu l'expliques, qui amène à ça, en fait, et qui amène aux gens à se dire quel est l'héritage que je donne ou qu'est-ce que je donne comme sens dans mon travail là-dessus. Donc, c'est vraiment ça, le leadership par le sens, en fait. Moi, la question que je me posais, et c'est toujours, tu sais, c'est toujours, moi, c'est quelque chose auquel je suis très vigilante, c'est tu dois avoir une boussole, en fait, parce que tu fais, il y a vraiment du sens et tu le concrétises, mais c'est quoi la boussole qui te fait dire qu'à chaque fois c'est éthique? Parce que tu sais, la tendance, c'est tu pourrais faire du greenwash et te dire, OK, je vais faire du business, je vais faire de l'argent, et puis finalement, je surfe sur la vague. Alors, tu ne l'as pas fait parce que tu as expliqué ce qui t'a animé depuis 2014, mais c'est quoi la tentation? Il y a quand même toujours il peut y avoir toujours cette tentation, en fait, hein, de faire de l'hypercroissance, de pouvoir, voilà, d'en vouloir toujours plus. C'est quoi aujourd'hui ta boussole à toi? Qu'est-ce qui fait que tu te dis: «Non, là, j'y vais, là, je ne fais pas d'hypercroissance» ou voilà, où j'en fais, tu m'as parlé, en off tout à l'heure de croissance raisonnée, en fait, en croissance, interne. C'est quoi comment tu fais cette boussole-là pour être sûr que tu es toujours aligné par rapport à la cause, en fait, et par rapport au sens? Oui, alors c'est un débat qu'on a souvent dans notre écosystème des entreprises à impact ou de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit grossir, ou est-ce qu'on doit incarner un autre modèle de croissance qui ne soit pas l'hypercroissance, financé par des levées de fonds pour aller jusqu'à l'introduction en bourse ou au rachat. Donc ça, c'est un débat un peu éternel. Bon, moi, ce que je réponds souvent, c'est qu'on a la chance avec Phoenix, mais on n'est pas les seuls d'avoir un alignement, c'est-à-dire que nous, plus on grossit, plus on crée de l'emploi, plus on sauve de repas, plus on redistribue, avec un peu notre rôle de Robin des Bois. Donc, il n'y a pas de désalignement, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, en théorie, voilà, la mission est alignée avec l'ambition économique. Après, la vérité, c'est que la boussole, il y en a deux. Premièrement, c'est il y en a trois, je dirais. La métrique qu'on suit, ce qu'on appelle la North Star métrique, notre étoile du Nord, c'est le nombre de repas sauvés. Donc nos décisions, elles sont prises au regard de cet indicateur-là, le nombre de repas sauvés. Et donc quand on arbitre entre deux projets, on dit ok, c'est lequel qui va nous permettre de sauver le plus de repas. La deuxième boussole, c'est l'équipe, parce qu'on a des gens. En fait, la mission, le métier de Phoenix attire des gens qui sont encore plus engagés que moi. Et tant mieux, c'est bien. Et donc, au contact de l'équipe, en co-création avec l'équipe aussi, il y a des garde-fous qui sont posés et c'est très bien comme ça, quoi, dans les parties prenantes de la boîte, le CSE, et ainsi de suite, on arrive à placer le curseur au bon niveau. Parce qu'encore une fois, on a une population qui est très, très, très engagée sur les différents volets socio-environnementaux que j'ai décrits. Et le troisième garde-fou, c'est des engagements de certification externe, parce que justement, on ne voulait pas être jugé parti, on ne voulait pas faire de mission d'impact washing ou de greenwashing. Et donc, on a fait certifier la boîte B Corp. Donc B Corp, c'est un processus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez exigeant. C'est un label qui, à la base, est plutôt américain, qui est arrivé en Europe il y a quelques années maintenant, qui fonctionne très bien. Mais c'est quasiment 280 questions qui passe au crible toute l'entreprise sur sa politique d'inclusion, de diversité, d'égalité homme-femme, de gestion des transports, des déchets au bureau, etc., etc. Avec à la fin une note qui est éliminatoire et une logique d'amélioration continue, et avec un audit très sérieux, etc. Donc ça, on l'a fait, et ça permet de mettre un label et une certification de tiers de confiance sur des pratiques. Pour dire, c'est pas moi qui dis qu'on est exemplaire ou vertueux, c'est ce standard-là. Et le deuxième engagement qu'on a pris, la deuxième boussole, c'est moins connu, c'est peut-être moins sexy, mais c'est important, c'est autour de ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Et donc c'est un agrément préfectoral, un agrément d'État qui s'appelle qui s'appelle l'agrément ESUS, E-S-U-S. ESUS signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, c'est un agrément qui est renouvelé tous les 5 ans et qui encadre les salaires et les dividendes chez Phoenix. Ça veut dire qu'on a pris concrètement l'engagement dans les statuts de ne pas dépasser un écart de salaire de 1 à 7, entre le plus petit salaire de la boîte et le plus gros. Et en vrai, dans la vraie vie, on est plutôt de 1 à 5.
Et on s'est engagé à ne pas redistribuer plus de 50% des bénéfices en dividendes aux actionnaires chaque année. Les autres 50% étant redistribués à des assos partenaires ou réinjectés dans des projets de croissance à impact. Donc voilà, c'est ça un peu les garde-fous, les créativités limitées, labellisation externe, co-construction en interne avec les parties prenantes de l'entreprise. Et au final, ça fait une sauce qui fonctionne à peu près, même si on n'est pas exempt de tout reproche, mais voilà comment on fonctionne en tout cas, pour pas perdre le nord. Et moi après, je te l'avais dit aussi, mais je suis assez au clair sur ce qui me fait courir et ce qui me fait pas courir. Donc moi, j'ai pas créé Phoenix pour devenir multimillionnaire. J'ai pas envie d'avoir, je suis pas intéressé par avoir 4 voitures, 3 maisons et un bateau. Donc voilà, je pense qu'il faut vivre correctement, il faut se payer correctement. Il faut sortir du misérabilisme de l'entrepreneur qui se paye pas, qui se met au SMIC, qui bosse nuit et jour, qui encaisse la charge mentale. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de complexe. En revanche, je suis pas à la recherche d'un exit ou d'un rachat pour gagner 10, 20, 30 millions. Quoi. Donc une fois qu'on s'est dit ça et qu'on est au clair là-dessus, c'est plus simple de piloter la boîte de façon un peu moins intéressée. Parce que ça, je me rends compte que tous les gens qui ont eu beaucoup d'argent dans leur vie, un des premiers réflexes qu'ils ont, c'est d'abandonner 95% de leur richesse pour la donner à une asso, ou créer un fonds de dotation, ou combattre les maladies en Afrique. C'est ce qu'a fait Bill Gates, c'est ce que fait Mark Zuckerberg, c'est ce que font beaucoup de milliardaires, donc on n'en est pas là. Mais si c'est ça, en tout cas, si c'est ça la fin du game, comme on dit, autant le mettre en place dès le début dans le cœur de la machine, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Phoenix. Ouais, donc voilà. Super, Jean. Dis-nous, alors, moi, je vais encourager effectivement les gens qui nous écoutent avec attention à pouvoir poser des questions, poser des questions à Jean en même temps, parce qu'on ne fera pas les questions après, comme on le fait d'habitude. Et puis, comme ça, toi, tu pourras catcher, tu pourras récupérer les questions auxquelles tu souhaites répondre. Et il y a une plus d'interactivité comme ça. Donc, mais merci, j'entends qu'on écoute avec beaucoup d'attention ce que tu dis, et ça a beaucoup de sens. En tout cas, ça résonne. Si on parle d'orga maintenant, donc effectivement, tu nous as expliqué le sens, tu nous as expliqué le pourquoi et la boussole qui le fait. Maintenant, comment ça se traduit concrètement dans ton organisation et dans ton management, par exemple? Est-ce que c'est quoi que tu as mis en place? Est-ce que tu as gardé le système pyramidal? Tu as transformé? Tu parlais d'hybridation tout à l'heure. Comment ça s'incarne? Donc nous, on a un fonctionnement plutôt horizontal. Hein. Je pense que les valeurs que les siens incarnées et qui sont, je sais pas qu'elles sont nouvelles, mais en tout cas, c'est peut-être moins ce qu'on attendait d'un leader il y a quelques années encore. C'est plutôt humilité, transparence, horizontalité, disons. Donc, évidemment, on est là pour arbitrer et décider, et pas de problème, on assume quand il faut le faire. Après, on partage beaucoup de choses en interne. Donc, on a une communication interne qui est assez développée et on est assez transparent, y compris sur nos chiffres. Quand on fait une visio avec les 250 personnes de la boîte, on va assez loin dans le partage des chiffres et à la fois les highlights du mois, les trucs qui nous empêchent de dormir. Enfin, je fais pas de filtre, quoi. Enfin, en tout cas, peu de filtres. Je trouve que c'est assez apprécié. On va dire, bah voilà, aujourd'hui, on a fait telle performance sur le mois, on a telle problématique, on a tant de cash en banque, et voilà ce qu'on va en faire, et ainsi de suite. Donc, transparence, ça c'est sûr. Je pense que ça nous à fond. Humilité, écoute, et donc c'est là-dedans que je mets l'horizontalité, c'est qu'on fait beaucoup de co-construction et on essaye de prendre le pouls du terrain et de faire remonter un peu les attentes des collaborateurs. On a des instances de gouvernance aussi où on a un comité des parties prenantes. On essaie de réunir différentes organisations de la boîte, donc des salariés, des clients, des associations caritatives, des consommateurs. Et puis après, on a un fonctionnement quand même qui par ailleurs reste classique avec des actionnaires, enfin un board, quoi, un conseil d'administration avec les dirigeants, les actionnaires, les fonds d'investissement. Et ça se réunit une fois par trimestre.
Donc voilà, en gros, et peut-être l'autre spécificité qu'on a, c'est que on consacre quasiment autant de temps au reporting financier qu'au reporting extra-financier. Donc dans tous nos documents internes et dans tous nos outils de reporting, notamment à destination des fonds d'investissement, des actionnaires. Mais effectivement, il y a 2-3 pages sur la performance, chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net, profitabilité, cash management. Donc ça, c'est des indicateurs classiques de n'importe quelle boîte. Et par ailleurs, après ou à côté, il y a toute une section sur le nombre de repas sauvés, les tonnes de marchandises évitées, les tonnes de CO2 non émises, les litres d'eau qu'on a évité de consommer. Et voilà, on essaie de faire monter en puissance la culture du reporting extra-financier. Et on essaie de faire monter en puissance tous ces sujets-là auprès des actionnaires, des investisseurs de la sphère financière. Et on est très fiers de ces deux indicateurs, quoi. Quand tu dis, vertical, en fait, enfin, pardon, horizontal, ça veut dire quoi quand tu fais la co-construction? Alors, il y a déjà ce comité des parties prenantes, qui est quand même assez original. Mais après, il y a quoi? Il n'y a pas de hiérarchie ou, enfin, tu es l'entreprise libérée ou Non, on n'en est pas. Ce serait mentir de dire qu'on est jusque-là. On n'est pas à ce stade-là. On fonctionne un peu comme une entreprise libérée, mais on n'est pas factuellement une entreprise libérée, mais on consulte beaucoup. On a. Tu veux dire par consensus, c'est-à-dire que c'est beaucoup consensuel. Les prises de décision sont consensuelles, sont faites par consensus ou? Ouais. Oui. On est même allé jusqu'à faire un ou deux référendums en interne pour savoir si on devait faire telle ou telle action, si on devait lancer telle ou telle activité. Et voilà, et donc ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Tout le monde vote et c'est un homme, une voix. Et après, on se plie à la décision. C'est pas juste consultatif, c'est. Ah, c'est ce que j'allais dire. Tu fais pas juste un. Tu fais pas. Non, D'accord, tu lances non, pas. non, non. Donc non, ça fonctionne assez bien comme ça. C'est assez apprécié. Pour quelle décision tu lances? Qu'est-ce qui te mène à dire là, on va consulter et on va se plier à la décision de la majorité, par Bon, exemple? il y a des choses du quotidien, enfin des choses du quotidien, des choses de la vie de la boîte, par exemple. Je sais pas, les 2-3 exemples qui viennent en tête dernièrement, c'est notre séminaire, notre séminaire annuel. Est-ce qu'on doit le faire en juin ou en septembre? Voilà. Et donc là, on vote et on se plie à la décision. Et ensuite, par exemple, là, dernièrement, on a eu le souhait, l'idée de vouloir mettre un ou deux écrans de publicité dans notre application mobile pour faire une ligne de revenus en plus dans l'activité, pour atteindre plus vite la rentabilité sur cette activité B2C. Et donc la pub dans l'app, quand je sens que c'est un sujet qui peut être touchy ou qui peut questionner, je veux être sûr que tout le monde est aligné. En tout cas, que la majorité est alignée. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de publicité dans l'application Phoenix. C'était une application transactionnelle uniquement, où le magasin publie des paniers d'invendus à moins 60%, et les consommateurs en face peuvent les réserver et passer les chercher. Et on a souhaité rajouter ou tester en tout cas l'ajout de publicité discrète, mais quand même dans l'app. Et ça, je voulais consulter les gens en interne. Et donc, il y a eu un retour qui était OK sur le principe, on comprend. Par contre, on veut pouvoir blacklister certains annonceurs. Et donc, on a fait un fichier Excel ouvert, enfin un Google Sheet pour le coup, et où les gens de chez Phoenix ont pu lister les entreprises qu'ils ne souhaitaient pas voir comme annonceurs sur notre application. Et on s'est plié à ça, quoi. Donc, on a fait du raisonnement sous contrainte, et ça limite le champ des possibles, mais c'est aussi comme ça qu'on embarque tout le monde et qu'on est sûr que. Et tu perds pas ton âme. Qu'on crée pas. Voilà, exactement. En tout cas, donc, voilà. OK. Alors, il y a une question qui est posée et qui me semble très intéressante, c'est quels sont, après 10 ans, les principaux obstacles auxquels tu restes confronté, en fait? Alors, ouais, c'est une bonne question. Il y en a plein, parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est beaucoup de. Là, je raconte la belle histoire où tout a l'air fluide, mais en fait, c'est 3 bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, on va cartonner, ah ben non, on va mourir. Et puis, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel tous les jours, mais c'est y compris au bout de 10 ans. Voilà, ça, c'est un premier retour d'expérience. C'est que je pensais qu'après 10 ans, quand la boîte ferait 15, 20, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on serait 250, ça pourrait rouler tout seul. Et ben, la réponse est non.
Et c'est toujours intense, fragile. Ça demande d'être sur le pont, quoi. Donc, et après, les obstacles qu'on a, il y en a, je dirais qu'il y en a 3. Le premier, c'est que malgré tout ce j'ai raconté, et malgré le changement dans l'air du temps, l'apparition de plein de marques qui poussent dans notre direction, que ce soit Le Bon Coin, Vinted, Back Market, même nos concurrents, les Too Good To Go, tous ces gens-là, enfin, on généralise quand même la consommation responsable, l'achat de seconde main, le réflexe de l'occasion, et on a réussi collectivement à rendre sexy un secteur qui était perçu comme un peu comme pas sexy à l'époque. Donc, et pourtant, malgré cette tendance de fond, on est encore perçu chez Phoenix comme une solution un peu nice to have, quoi. C'est-à-dire que je suis une usine agroalimentaire, je suis un producteur agricole ou je suis un grand distributeur. Gérer les invendus, gérer la démarque, vider les poubelles, c'est bien et c'est important et c'est une obligation légale, mais c'est du nice to have, c'est pas du must have. Donc, quand je lance un magasin, j'ai besoin d'un système de caisse, j'ai besoin d'un système d'éclairage, j'ai besoin de meubles de chambre froide, etc. La partie Phoenix, on n'a pas encore réussi à la rapatrier vraiment au cœur du réacteur et en faire un truc qui soit une évidence. Il faut encore se battre pour que les directeurs et les directrices de magasins et d'usines aient les réflexes anti-gaspi, zéro déchet circulaire. Mais ça va venir, mais ça prend du temps. Ça, c'est la première chose. C'est lié à un deuxième obstacle, un deuxième frein qui est le décalage entre le cadre réglementaire et son application concrète. Donc nous, quand on s'est lancé en 2014, il n'y avait pas de loi en notre faveur. On a œuvré pour que, par influence, par lobbying, par tout ce qu'on peut faire, on émerge une loi anti-gaspillage. Donc la loi anti-gaspi a été promulguée en 2017. Elle interdit le gaspillage et la destruction des invendus et l'eau de javel sur les invendus dans les surfaces de 400 mètres carrés et plus. Et donc ça, quand la loi est sortie, c'est une loi qui s'appelle la loi Garot. Et sinon, c'est 10 000 € d'amende par infraction. Donc un magasin qui se mettrait à détruire de la nourriture encore consommable, il serait sous le coup de 10 000 € d'amende. Donc quand la loi est sortie, tout le monde nous a dit oh, vous allez cartonner, ça va partir sur Mars, ça y est, c'est fini et tout. Et en fait, non, pourquoi? Parce que il y a encore un gros décalage entre la loi et son application. Et donc il y a assez peu de contrôle sur le terrain, voire il n'y en a pas. Il n'y a pas de police du gaspillage alimentaire, il n'y a pas de contrôle par la DGCCRF, la répression des fraudes, etc. Donc on subit aussi ce truc-là qui est enterré en un cadre légal qui pousse dans notre direction. Et en réalité, il n'y a pas trop de peur du gendarme. Et donc voilà. Ça, premier frein, premier obstacle, c'est ce que j'ai dit. On est nice to have et on est cantonné aux directions RSE, développement durable, qui ne sont pas toujours suffisamment légitimes en interne et suffisamment dotés en budget pour qu'on passe à l'échelle. Et donc, on aimerait bien sortir de ces directions-là pour aller vers les centres de décision des entreprises, les directions achats, direction générale, le secrétariat général, les patrons, les patronnes. Deuxièmement, décalage dans la loi. Troisièmement, les cycles de vente aussi et le décalage qu'il y a entre le temps d'une start-up et le temps des grands comptes, des grands groupes et du politique, où parfois un cycle de vente, ça peut prendre 12, 18, 24, 36 mois, et puis entre-temps, la personne qui était notre champion interne, soit elle bouge dans une autre boîte, soit elle fait un transfert interne, on repart à zéro. Donc voilà, on subit un peu les aléas d'un cycle commercial classique. Donc voilà les obstacles qu'on rencontre. Et après, le dernier obstacle, c'est ce que j'ai trouvé difficile, moi, c'est l'expansion à l'étranger. L'expansion à l'étranger. J'ai trouvé plus simple l'expansion sectorielle que l'expansion sectorielle. J'ai parlé beaucoup d'alimentaire, mais en fait, on s'est dit du gaspillage, il y en a aussi dans le non alimentaire périssable. Donc les fleurs, les plantes, chez Monceau Fleurs, chez Truffaut, qui ont le même problème que l'alimentaire. C'est-à-dire que ce sont des bouquets de fleurs ou des ficus et des plantes qui sont dans les rayons de chez Truffaut et qui, au bout d'un moment, commencent un peu à défraîchir. Et donc, au final, on a fait la même chose que dans l'alimentaire. On a dit, OK, les plantes, chez Truffaut, qui est un de nos clients, on va faire deux choses. On va
les revendre à prix cassé sur une application Phoenix. Pour les gens qui n'auraient pas les moyens d'acheter des bouquets de fleurs à 40 € ou un ficus à 80 €, bah, ils pourront les toucher à moins 60, moins 70%, moins 70%. Ils auront juste à faire un peu de bouture ou de jardinage. Et c'est très bien, tout le monde est gagnant. Plutôt que d'envoyer ça en déchets verts. Et puis, deuxième temps, ce qui n'a pas été revendu à prix cassé, on va le donner à des SO, des maisons de retraite, des EHPAD. Ça va, les plantes, les fleurs vont illuminer pendant ne serait-ce que quelques jours ou quelques semaines des chambres pour les enfants dans les hôpitaux, etc. En tout cas, c'est toujours mieux que de le mettre en incinération, en destruction, en déchets verts, en biodéchets organiques. Donc, l'expansion sectorielle de l'alimentaire vers le non-alimentaire, elle s'est plutôt bien passée, parce qu'après, on a continué sur les produits d'hygiène, on a continué sur les produits de première nécessité, serviettes hygiéniques, brosses à dents, dentifrice, dont ont vraiment besoin les bénéficiaires des assos caritatives, presque même avant l'alimentaire, de pouvoir être digne, etc. Donc ça s'est bien passé. L'expansion géographique, ça a été plus compliqué pour nous, d'aller lancer Phoenix en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Italie. On a essayé plusieurs modèles, on a essayé ce qu'on appelle le greenfield. Donc on part de zéro et on construit une équipe, une marque et on conquiert un nouveau marché. On a essayé par acquisition. Les deux n'étaient pas simples, donc ça c'est aussi un obstacle pour nous. Les marchés transfrontaliers ont l'air d'être assez similaires. On peut se dire qu'en Espagne, on n'est pas loin de nos bases d'un point de vue culturel. Et en plus, il y a aussi les mêmes acteurs. Il y a Auchan qui est fort, il y a Leclerc, il y a Intermarché, il y a Carrefour, côté offre. Danone aussi. Et puis en face, il y a Caritas, Secours catholique, la Banque alimentaire. C'est le même écosystème. Et pourtant, il y a au moins 5-6 ans de décalage dans la prise de conscience, dans la maturité du marché. Et donc, on se retrouve à devoir évangéliser, à devoir construire à nouveau les conditions du succès. Et bon, on l'a fait une fois en France, le refaire dans tous les pays, c'est quand même lourd. Ce que tu expliques, Jean, enfin, si j'entends ce que tu dis, c'est d'abord, il y a une maturité culturelle à avoir. Parce que quand tu dis, même dans les magasins aujourd'hui actuels, tu passes en second, ils n'ont pas forcément le réflexe parce que culturellement, ils ne pensent pas ça forcément. Donc, il y a cette. Ce que tu expliques, c'est le déploiement, il se passe si la maturité culturelle le permet, en fait. Il faut que le terreau soit favorable. Et tous les pays ne sont pas égaux par rapport à ça, hein, c'est ce que tu dis. Ensuite, quand tu dis que. Et ça, je l'entends en disant, dans les entreprises, la RSE, enfin, tout ce qui est. Attention à ne pas la cantonner juste à la RSE, mais elle doit être impulsée par l'ensemble des directions, en fait. Hein. C'est ça, hein, quand tu dis, c'est pas être uniquement comme interlocuteur, mais avoir, voilà, c'est vraiment un choix d'entreprise. Et le risque, peut-être, c'est de faire en sorte qu'on parle de RSE que dans les départements RSE, en fait. Enfin, c'est pas... Ouais, tout à fait, tout à fait. Enfin, je ne veux pas être trop critique par rapport à des gens qui sont nos clients, nos prospects, et qui souvent sont des gens qui ouvrent les portes. Mais par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est encore trop dans le développement durable des années 90, 2000, 2010, où en gros, j'ai un business model qui, à l'origine, à la base, est plutôt externalité négative sur mon cœur de métier. Mais par ailleurs, j'ai doté une fondation ou une direction RSE de quelques centaines de milliers d'euros de budget pour planter des arbres en Amazonie, pour mettre des ruches sur le toit. Et donc, je peux dormir tranquille, quoi. Parce que quelque part, je compense de la main droite par des actions un peu coup de poing, ce que je peux faire de la main gauche dans mon business as usual. Et ça, je dis pas que c'était inutile. C'était la bonne première étape pour passer de 0 à 1 dans le développement durable et la RSE. Mais c'est une étape qui, à mon avis, est dépassée, qui ne dupe plus personne, ni les consommateurs qui ont monté en compétences, là-dessus, ni les médias qui creusent et qui savent dénicher maintenant les supercheries, ni les jeunes générations qui ont compris et qui veulent plus de ce truc un peu schizophrène de compensation, qui veulent que le doing good soit rapatrié de façon intrinsèque au cœur des business models, au cœur du réacteur, quoi, donc dans la façon dont on conçoit les produits, dont on conçoit les services, que les directions RSE ne soient pas rattachées aux directions communication, etc., mais que ce soit rattaché vraiment à la direction générale. Et ça, c'est un exercice que je demande aux équipes de faire souvent. C'est quand on regarde un compte, on dit où est rattachée la RSE dans l'organigramme. Si elle est rattachée à la communication ou à la fondation, c'est alerte rouge, quoi.
Si c'est rattaché au secrétaire général ou à la direction générale, c'est déjà un meilleur signal, quoi. Donc voilà, moi je prêche pour que ces sujets soient portés au cœur des équipes et pas satellisés dans des directions parfois qui sont qui sont un peu limitées en influence interne, en budget et en capacité à déployer des solutions à grande échelle. Donc pour nous, c'est une bonne porte d'entrée, souvent pour faire ce qu'on appelle un POC, preuve de concept, un test. Mais ensuite, quand il faut passer à l'échelle, c'est plus l'interlocuteur qui fonctionne, quoi. Et donc, j'avais une question vraiment, parce que ça, c'est une question qui me préoccupe, c'est est-ce que tu penses que, justement, pour avoir des business models vertueux, réellement, est-ce qu'on est condamné à le faire sous forme de start-up ou est-ce qu'aujourd'hui, les grosses entreprises peuvent aussi le faire en se reposant les vraies questions, en te disant, comme tu dis, comment je mets un business model vertueux vraiment au cœur de réacteur? Comment je fais pour... alors, si je prends un exemple, par exemple, sur la pharmacie, imaginez ça, enfin, sur la pharmacie, on peut se dire, voilà, elle est sur le business model est basé sur le fait que les maladies augmentent et donc dans ce cas, je fais une croissance de chiffre d'affaires, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un business model aussi vertueux qui dit comment on fait pour limiter, pour prévenir plutôt que guérir, en fait? Et toi, ce serait carrément un changement de paradigme. Est-ce que ça, tu penses que voilà, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des entrepreneurs justement ou des startups qui mettent ça dans leur cœur de réacteur ou est-ce que c'est possible dans toute et ce serait quoi les conditions pour qu'on puisse le faire, par exemple? Non, c'est possible dans toutes les entreprises. Il faut du courage managérial. Et donc, un exemple que j'ai en tête récent, j'étais une table ronde avec une boîte que j'aime bien et qui est engagée, hein, qui est une entreprise Bicorp, société à mission, etc., qui est le laboratoire Expansience, qui détient notamment les marques Mustela. Et son patron, qui s'appelle Jean-Paul Berthomé, il a annoncé il n'y a pas longtemps que... Donc, ils font les lingettes pour... un des produits phares, une de leurs vaches à lait, comme on dit dans le monde des écoles de commerce, dans les matrices de placement de produits. C'était les lingettes pour enfants jetables, quoi. Et donc là, voilà, en 2023, ils ont pris l'engagement d'arrêter ce produit, cette gamme de produits. C'est à horizon 4-5 ans, le temps de trouver un substitut. Mais ils vont arrêter parce qu'ils considèrent que c'est pas conforme au monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc ça, d'avoir le courage de se couper une main, un bras, une jambe par engagement et de renoncer sciemment à du chiffre d'affaires par cohérence, c'est costaud, quoi. Et c'est pas encore la norme, mais il y a quelques exemples comme ça de grosses entreprises de grande taille, pas juste des startups pour qui c'est plus facile peut-être comme nous, qui y vont, qui prennent cette direction-là, et je pense que c'est le sens de l'histoire. Donc, et ça veut dire aussi que le terreau favorable, parce que tu es dans les fonds impact, ça veut dire aussi qu'il faut que, j'allais dire, comme tu dis, Mustela, c'est l'exemple, mais il faut aller défendre auprès de ces investisseurs que tu vas couper un chiffre d'affaires et que c'est la rentabilité. Enfin voilà, ça veut dire qu'il faut que les investisseurs aussi soient OK pour ça, en fait. Enfin, entre guillemets, il faut que oui, c'est vrai. Avec des investisseurs alors si c'est ta boîte, c'est plus facile, mais si tu es drivé par des fonds, tu fais comment? Non, mais c'est vrai, mais il y a de plus en plus, il se passe dans le monde de l'investissement et de la finance ce qui se passe aussi dans le monde du business, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir de plus en plus de pression pour aller vers des fonds ISR, ESG, l'investissement responsable, la finance solidaire, la finance verte, on appelle comme on veut, mais les investisseurs ont de plus en plus de pression pour driver leurs flux financiers vers des entreprises qui ont du sens, de l'impact et qui prennent des mesures assez fortes. Donc, on va y arriver. C'est sûr qu'on part de plus loin dans le monde de la finance, mais il y a à la fois des fonds pionniers très engagés, il y a à la fois des fonds classiques qui se verdissent, je pense, de façon assez sincère, et puis aussi, comme partout, avec un faux nez, une fausse moustache, et qui viennent passer l'aspirateur sur des sur des montants et des fonds. Mais c'est fait partie du jeu. Je vois qu'il y avait une question sur est-ce qu'on a des conflits avec la déchetterie ou les acteurs du recyclage. La réponse est oui. Enfin, des conflits non, parce que sinon, il nous arriverait des bricoles, parce que c'est pas un monde rigolo. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que notre métier chez Phoenix, et j'en avais parlé, c'est d'éviter la poubelle.
d'éviter l'incinération et d'être une alternative à la benne. Donc voilà, on veut mettre la poubelle dans un musée et on veut essayer de faire en sorte que tous les invendus et tous les surplus soient redistribués au bon moment, au bon endroit, à la bonne structure, que ce soit encore une fois des consommateurs, des associations caritatives, des animaux, ou demain peut-être du compost ou de la méthanisation. Et donc concrètement, il y a clairement un effet vase communicant où dans un magasin, je sais pas, Leclerc ou Carrefour ou Casino qui ne travaillait pas avec Phoenix, il pouvait y avoir jusqu'à 20-25 bacs de biodéchets par semaine. Et après notre passage, il n'y en a plus qu'un. Parce que on a sorti les produits de la poubelle pour les redistribuer à ceux qui en avaient besoin. Et donc, mécaniquement, il y a un effet avant-après, puisque les Veolia, les Suez, les Paprec qu'on sort facturent au volume, ils facturent chaque rotation de camion poubelle, ils facturent chaque enlèvement de benne, ils facturent des pesées. Donc, on a un business model qui n'est pas... Enfin, il n'y a pas de conflit ouvert, mais en tout cas, il y a un business model qui est au mieux complémentaire et au pire un peu en confrontation, parce que nous, on a vocation quand même à réduire au maximum les déchets. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais ça veut juste dire qu'on est un cran en amont de la chaîne et voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors attends, je regarde. Oui, donc conflit d'intérêts. Et où les accords avec les directions RSE des groupes agroalimentaires, tu l'avais dit, ça, tu l'as souligné, on l'a traité. Il y a une question, peut-être je peux finir là-dessus, il y a une question sur est-ce qu'il est temps, au bout de 10 ans, de retravailler le business model. Yes. Et puis après je te laisserai conclure. Mais juste en 2 mots, alors la réponse déjà, c'est qu'on a fait évoluer le business model. Dans l'entrepreneuriat, on fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire par couches successives. Et moi, je retiens aussi quand même dans l'entrepreneuriat qu'il y a vraiment une vertu à être focalisé, à être focus sur un produit, un secteur. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait au départ. On s'est dit, OK, on va faire un truc très bien qui est créer une sorte de banque alimentaire 2.0, digitaliser l'aide alimentaire et faire en sorte que ce soit hyper simple et hyper fluide de donner. Enfin, que le réflexe du don soit aussi simple que le réflexe de la mise à la poubelle, quoi. Et que donc en 3 clics sur une application, on puisse facilement, en tant que chef de rayon chez Carrefour, donner une palette de briques de lait qui est en souffrance et qui a J-2 et que je puisse en 3 clics la proposer à toutes les assos du coin autour du magasin. Donc on a commencé par ça. Et donc pendant 5 ans, le rez-de-chaussée de la maison Phoenix, c'était ça, c'était une B2B seulement et généraliser le don aux associations caritatives. Ensuite, on a rajouté l'application Phoenix B2C plus récemment, en 2019, donc il y a 3-4 ans, parce qu'on avait le sentiment que les consommateurs avaient leur rôle à jouer, en plus à côté des assos dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis on a rajouté l'an dernier, il y a 18 mois maintenant, la brique alimentation animale. Donc on fait évoluer le modèle économique, on branche des filières en aval de plus en plus diverses. Et après, la vraie réponse, c'est qu'aujourd'hui, je suis assez conscient qu'on est un bon vaccin est un bon médicament contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on sait traiter le gaspillage alimentaire une fois qu'il est constaté et le redistribuer dans nos différentes filières pour arriver au zéro déchet. Si je regarde Phoenix dans 10 ans, la prochaine étape, c'est de passer d'un médicament au vaccin et donc d'aider les clients à mieux piloter les commandes, à mieux gérer les appros et peut-être à réduire le gaspillage à la source plutôt que d'être une solution uniquement curative, de devenir aussi un peu préventive. Voilà, avec le risque que du coup, on se fâche aussi avec les consommateurs, les assos qui comptent sur nous maintenant, mais ça sera un arbitrage entre la mission environnementale et la mission sociétale, quoi. Est-ce qu'on préfère continuer à redistribuer ou est-ce qu'on préfère vraiment réduire le robinet à la source? Donc, ce que je disais tout à l'heure avec le laboratoire pharmaceutique, est-ce qu'on guérit ou est-ce qu'on met un vaccin ou est-ce qu'on empêche les gens de tomber malades, en fait? C'est ça, en fait, c'est ce que tu essaies d'expliquer dans ton évolution de business model. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de vaccin, hein, donc c'est pour ça que quand on n'a pas de vaccin contre le Covid, le masque était déjà une bonne première solution, mais le jour où on entre un vaccin, probablement qu'on appuiera sur le bouton. Dernière question, et après on se quittera malheureusement. Si tu avais une baguette magique pour faire accélérer les choses, en fait, vraiment, mais à haut niveau, pas au niveau que de ton entreprise, genre, mais au niveau de la société, tu ferais quoi? Si j'avais une baguette magique, j'augmenterais le coût des déchets
Je mettrais plus de pression sur le principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, détruire une tonne de biodéchets ou incinérer une tonne de déchets organiques, des déchets alimentaires, ça coûte entre 80 et 120 € la tonne, selon les régions. Et donc, c'est encore trop simple et trop peu coûteux et pas assez contraignant et pas assez contrôlé et pas assez puni de jeter, de détruire de la nourriture. Mais par contre, si le coût des déchets augmente comme ça, c'est sûr que les gens vont commencer à se préoccuper d'en générer moins, de les gérer plus intelligemment. Donc voilà, conclusion, baguette magique. Si j'avais une baguette magique, j'augmenterais la pression sur le principe pollueur-payeur et j'augmenterais le prix des déchets. Donc ça veut dire que tu le ferais sous la contrainte, en fait. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Ouais, je préfère en général les carottes, les incitations. Mais là, en l'occurrence, après 10 ans, je constate que ça ne suffit pas et qu'il faut être sous la contrainte. Il faut mettre aussi un petit coup de bâton. Ok, bon, super. Écoute, merci beaucoup, Jean. C'était super inspirant. Ce que tu nous dis, c'était, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup le cœur et je pense que, vu le témoignage qu'on a, ça a aussi touché les gens en disant, ça a vraiment du sens. Moi, j'adore qu'il me dit, j'ai perdu il y a quelques années mon profil Phoenix. Elle cherchait du sens et il est super content maintenant qu'elle s'est pas trompée, que c'était bien chez toi. Donc c'est très chouette. Tant mieux. Désolé, c'est toujours pénible quand on perd un talent, mais on n'a pas été chassé en tout cas. Et merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine matinale. Merci Jean, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont posé leurs questions aussi. J'espère qu'on vous aura inspiré encore ce matin, que vous allez pouvoir repartir avec quelques idées à mettre en place, notamment effectivement sur le leadership horizontal, sur la co-construction. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis avec le référendum, c'est peut-être mieux que le 49.3. Et en tout cas, j'ai compris que ce n'était pas ta politique. Et ce que je retiens aussi, Jean, c'est que tu ne fais pas un rejet de l'ancien monde, entre guillemets, si on peut dire l'ancien monde, c'est-à-dire que tu as su combiner, et ça c'est bien, tu as su dépasser, quand tu dis la force capitalistique, tu es engagé, mais tu n'es pas contre, en fait. Donc, du coup, c'est constructif et intégratif. Je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des choses à prendre, et tu l'as dit, dans la croissance, dans le capitalisme, etc. Encore faut-il, une fois que tu as fait le tour et que tu sais ce qui est bien et pas bien, on a l'impression que tu as fait le tour et que tu sais ce qui est bien et pas bien et que tu as dépassé ça. Et ça, je trouve que c'est ça l'évolution qu'on doit, je pense, avoir, nous. C'est de ne pas rejeter, mais d'intégrer et d'aller plus loin, en fait. C'est un peu ce que je ressens dans ce que tu as mis en œuvre et de ce qui t'a mis. Eh bien, merci. Et puis, merci à tous. C'est ravi si ça vous a plu. Et puis, à disposition pour prolonger les échanges. Merci Jean. Merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt dans la prochaine matinale. Merci. Passez une belle matinée à tous. À très bientôt.